Il n'a pas pu avoir son visa à cause de ces fameuses histoires de Covid. On pensait éventuellement à une visio, ça a été compliqué aussi. Alors du coup, il nous a fait une sorte de PowerPoint. On va entendre sa voix sur le PowerPoint. Alors c'est moins vivant, ça a duré 12 minutes. Le son n'est pas extraordinaire, donc il faudra qu'on fasse attention. Et puis, il n'y aura pas de débat avec lui, mais on pourra débattre entre nous. Voilà. Ah voilà, alors on vous enverra à tous l'adresse mail de Moulet et voilà, vous pouvez lui poser toutes les questions que vous souhaitez lui poser, il répondra à tout le monde. Hein. Il nous a fait cette proposition. Vas-y. Oui, l'adresse mail de Moulay Abdeslam est sur le cahier du participant en bas de la page. Vous avez son adresse mail si vous voulez lui envoyer des questions à la fin de l'intervention. Bonjour, je suis très content de participer à vos travaux et je remercie l'association Volubilis pour son invitation. Mon intervention est intitulée Redécouvrir le patrimoine de l'eau en Méditerranée, cas de la ville de Marseille. Ma présentation consiste à vous faire découvrir la diversité des ouvrages hydrauliques en milieu urbain et rural. Et dans un deuxième temps, la nature de notre action vis-à-vis de ce patrimoine. Tout d'abord, l'origine de ce travail est issue d'une part des constatations faites en tant que société civile, des dégradations de ces ouvrages au cours du temps, et d'autre part, parce que ces ouvrages constituent une partie de notre mémoire, soit dans nos quartiers ou bien dans les environs de la ville. La possibilité de s'occuper en partie de ce patrimoine nous était offerte dans un cadre euro-méditerranéen, c'est-à-dire le programme Euromède Héritage 4, sous le pilotage du CME France. Ce programme nous a permis, dans un premier temps, de connaître, partager et échanger des expériences autour de la valorisation du patrimoine. Et dans un deuxième temps, comment intégrer ce patrimoine dans notre nouveau paysage urbain. Car la situation d'introduction de nos ouvrages modernes et la généralisation de l'adduction d'eau a généré une indifférence totale et presque généralisée vis-à-vis de ce qui a constitué, à un certain moment de l'histoire de la ville, la source de l'eau, tant domestique qu'agricole. Pour illustrer tout ça, je vais vous présenter quelques clichés sur la diversité de ce patrimoine et comment le CME a procédé pour donner des modèles de sa valorisation. Il faut connaître qu'en milieu urbain, la Médina, on parle ici de la Médina de Marrakech, regorgeait au début du siècle d'une centaine de fontaines et de nombreux sagias, des canalisations à ciel ouvert, et des khattara, les galeries drainantes, et des citernes souterraines, ce qu'on appelle les matfiyas, et des bassins qui alimentaient la ville et ses jardins. Mais si la ville a pu garder minutieusement les bassins, grâce à leur usage sultanien, parce qu'ils étaient liés à l'usage du roi, les fontaines ont reçu une indifférence terrible, parce qu'elles étaient toujours au service de la population. Mais dès que l'eau commençait à être introduite dans les maisons, les fontaines commençaient à vivre leur agonie. Les fontaines présentent une diversité architecturale incomparable. On peut trouver des fontaines qui constituent un simple point d'eau sans modèle architectural important à une œuvre monumentale et je vous présente quelques fontaines. Ici, un modèle qui date du XVIe siècle, c'est l'époque des Saadiens. On trouve un point d'eau, mais un plafond monumental
en bois de cèdre, sculptée, et la population a baptisé cette fontaine telle qu'elle est belle, voit et admire. Parce que le visiteur, ou bien l'usager, il peut voir, mais aussi il peut admirer toutes ces sculptures. Et ce modèle, il est répété plusieurs fois dans la ville. Voilà un autre exemple, mais beaucoup plus grand. On va voir le plan tout à l'heure qui montre la répartition de l'usage de cette fontaine. Voilà une autre fontaine située à Baboukoula, à côté d'une grande mosquée. Il date de la même époque, du 6e siècle. Et voilà, ce modèle, il est constitué de deux parties. La partie de gauche, qui est très ornementée, est ce qu'on appelle la fontaine des Andes parce qu'il se trouve l'eau potable. L'autre partie monumentale, avec des bassins intérieurs, il y a 3 bassins, est utilisée pour les bêtes, c'est-à-dire il est utilisé comme abreuvoir. Alors nous, on s'est intéressé à ce dernier modèle et je vous présente ici la fontaine, comment elle était. La partie gauche, on voit bien comment elle était délaissée, elle est brûlée, elle est utilisée par les squatteurs et même le stuc et une partie du bois qui est partie. Et vous voyez à votre droite la même partie après restauration, mais bien sûr on a fait des grillages pour éviter le squattage, parce qu'il n'y a pas de jardinage. La méthode de travail qu'on a introduite dans la restauration de ce type de patrimoine est la participation des jeunes via des chantiers, des chantiers internationaux où les jeunes découvrent en même temps ce patrimoine, mais ils participent à sa restauration sous la coordination du ministère de la Culture et l'inspection du musée historique. Et voilà le résultat. Donc la partie monumentale à droite, qui constituait autrefois les 3 bassins pour les bêtes, maintenant elle est utilisée par une association d'art plastique comme galerie d'art et pour les ateliers d'apprentissage de la peinture. Alors la partie qui constitue la partie pour les hommes et n'est pas encore utilisée parce qu'il n'y a pas d'eau. Alors, je vous présente ici d'autres exemples d'intervention pour sauvegarder, pour valoriser ce petit patrimoine. Actuellement, c'est une fontaine utilisée par les habitants encore, par les habitants qui n'ont pas encore d'eau, ou bien par les commerçants du quartier, et il est restauré d'une façon extraordinaire, comme vous le voyez, votre droite. On a un troisième exemple ici, c'est un ouvrage moyen, mais dans la même orientation, essayer de redonner, de relooker le bâtiment comme il était, bien sûr, en cherchant les photos anciens, comme vous voyez en bas de page à votre droite. Et ici, je vous présente un modèle de citerne souterraine. Il n'est pas encore mis en valeur, mais on voit la dimension de l'ouvrage qui est très important et qui est situé à 30 km de Marrakech. Et ici, il y a 7 ou 8 citernes comme ça qui sont délaissées et sont assis. Alors ici, je vous présente enfin un dernier ouvrage, mais qui est situé à 20 km de Marrakech et qui sont les tours élévatrices d'eau dans les villages du Tamslot. Comment il fonctionne ces élévatrices? L'eau, il arrive d'une source, par exemple à votre gauche, il y a une source dans le village, mais il faut ramener l'eau vers les champs.
Alors, l'eau est captée par la source, il est dirigé par un tuyau à petite dimension et qui remonte dans la tour et qui reversé dans les tuyaux plus épais et après, sous la pression de ce tour qui descend, il va repousser l'eau vers l'autre tour et les tours, ils ont 10 dimensions différentes. Les tours qui sont proches de la source, ils sont petites et les tours, lorsqu'ils sont dans le creux, ils sont beaucoup plus élevés pour donner plus de pression et cette technique fonctionne selon le principe des vases communicantes et c'est un modèle unique dans la région de Marrakech. Alors, bien sûr, notre souci, c'est pour faire montrer tout ce patrimoine à la population et aux visiteurs. On a élaboré des cartes qui montrent l'emplacement de tous ces ouvrages, bien sûr, euh, avec la relation des ouvrages qui sont situés à l'extérieur de la ville. Et on a fait la même chose, une carte pour le rural, pour montrer l'eau, comment elle est distribuée, avec bien sûr les différents ouvrages qui sont situés dans le champ. Je suis très content de ce travail parce qu'enfin, après 6 ans, 7 ans de vulgarisation de ce travail, dans un programme qui est lancé par l'État, finalement, notre action de vulgarisation, de communication auprès des bureaux d'études, des architectes et des élus, il y a certaines fontaines maintenant qui sont sauvegardées, autres fontaines que celles qu'on a restaurées. Et je suis très content que ce travail, enfin, il a pu euh, servir pour la ville. Donc, les initiatives et les actions de la société civile payent toujours, bien que le décalage persiste avec le politique. Voilà, mon mot de la fin. Je vous remercie pour votre attention.